La meilleure façon de trouver une solution aux problèmes, les problèmes du Congo sont nombreuses, les propositions des solutions sont aussi nombreuses, mais dans ce que nous vivons aujourd'hui, qui est aujourd'hui l'un des drames humanitaires les plus grands, sinon les plus importants, des millions de déplacés, des morts, des millions encore, des vies qui sont fauchées au jour le jour. Que fait-il, que font les acteurs politiques quand on entend parler justement des montants de détournement, et même à l'étranger, quelle est la perception des puissances nationales sur l'avenir de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, le Congo, nous parlons Congo dans cette émission. Bienvenue à vous tous. Nous sommes sur ce plateau avec Monsieur Freddy Mulumba. Monsieur Freddy Mulumba est un chercheur, un amoureux du Congo, de la lecture également. Il vient donc sur ce plateau discuter avec nous des questions qui concernent le Congo, les solutions que doit trouver le Congo et les Congolais. Monsieur Freddy Mulumba, bonjour et merci beaucoup de votre présence dans cette émission. Bonjour, cher ami. Je pense qu'on va parler du bien du Congo et pour l'avenir du Congo. Merci beaucoup, Monsieur Freddy Mulumba. D'entrée des jeux, vous êtes vous-même un journaliste, vous êtes un chercheur, un écrivain, aussi un lecteur. Commençons par les clés des lectures. Quelle est votre perception de la situation au Congo actuellement? Oui, je pense que je vais donner quelques clés de lecture pour permettre à ceux qui nous suivent de comprendre les véritables enjeux de cette guerre d'occupation et de pillage qui dure, ça fait à peu près 30 ans, mais aussi de ce qui se passe sur place à Goma avec la présence de Joseph Kabila, un ancien président de la République qui a fait 18 ans au pouvoir, mais curieusement, il a fait les choix de la rébellion. Nous devons savoir pourquoi. Quelqu'un qui a fait 18 ans. Et après son passage au gouvernement, donc à la tête du pays, il devient rebelle. Nous devons savoir quelles sont les motivations, qu'est-ce qui se cache derrière. Et puis, ils se mettent ensemble avec Katumbi, qui est encore ici, Fayoulou et les autres. C'est Sanga, oui. Donc, ça ne vient pas comme ça au hasard. Il y a une main noire qui est derrière. Peau noire, masque blanc. Ah bon? Oui. Donc, je commence d'abord par la Chine. J'ai toujours dit que dans ce qui se passe ici, il y a un affrontement entre la Chine et l'Amérique sur le Congo pour le contrôle des minéraux stratégiques. Et celui qui va avoir le contrôle des minéraux stratégiques congolais va dominer le monde. Donc si la Chine parvient à mettre la main sur tous les minéraux congolais, la Chine va dominer. Si l'Amérique arrive à mettre la main sur les minéraux congolais, ça va créer un certain équilibre. Parce que la Chine elle-même est trop riche et la plupart des matières premières qu'on peut appeler minéraux stratégiques et très rares sont exploités en Chine, sont en Chine exploités, raffinés. Mais aussi, on peut dire 80% de minéraux rares qui viennent de l'extérieur sont raffinés en Chine. Et la Chine maintenant vend à l'Amérique, à l'Europe et à d'autres puissances qui ont besoin de ces minéraux, donc puissances industrielles. Il y a un livre publié par Claude Meyer, La Chine de Xi Jinping, menace pour la paix et l'ordre mondial. Le livre est sorti en 2025, c'est cette année. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce livre, c'est la partie sur l'Afrique. Dans ce livre, l'auteur parle de l'avenir de l'Afrique. Comment lui voit l'avenir de l'Afrique par rapport aux Chinois? Pour les Européens, ils estiment qu'ils peuvent, dans le cadre du projet Une ceinture, une route, ça c'est chinois, et le projet Global Gateway, ça c'est européen, ils peuvent coopérer. Ça signifie quoi? L'exemple, la Chine construit des routes, construit des bâtiments, construit d'autres infrastructures, même des barrages, mais on laisse l'exploitation ou bien l'entretien aux entreprises européennes. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Pour les Européens, les Chinois n'ont pas d'expérience de l'Afrique, et ils ont l'expérience parce qu'ils ont colonisé. Ils ont travaillé avec les chefs d'État africains.
Donc ils peuvent être complémentaires avec les Chinois. Mais ce qui est grave est que l'Amérique considère la Chine comme une rivale. Donc ça va poser un problème entre l'Amérique et l'Europe. Sur nous, l'Amérique vient, il va attaquer la Chine. Non, la Chine c'est une rivale, mais l'Europe dit non, on doit coopérer. Et ce qui est un peu, je dirais un peu, ce qui est bénéfique pour nous aujourd'hui, parce que si l'Europe et la Chine s'entendent, coopèrent sur l'Afrique, c'est une nouvelle recolonisation, parce qu'ils sont dans une vision de développement. Si l'Amérique protège le Congo, protège le Congo et les richesses du Congo, permet au Congo de se stabiliser, nous pouvons en profiter et réinventer un autre modèle congolais. Donc la Chine a besoin des matières premières du Congo. La Chine est déjà là. La Chine est déjà là. Ouais. Elle exploite déjà Ouais. les matières premières du Congo. 80% de minerais dans les entreprises minières sont chinoises. 80%. Oui, sont chinoises. Donc la Chine contrôle presque tout. Mais dans les 20% là, c'est les 20% que les Américains et les Européens cherchent maintenant à récupérer, ou ils veulent aussi récupérer les 80% que les Chinois sont en train d'exploiter. Je pense que le pays est trop riche, il y a beaucoup de minerais. Je pense que les Américains peuvent exploiter d'autres sites. Mais je pense que le problème va se poser de notre côté. Nous voulons quoi? Qu'est-ce que nous voulons? Où sont nos intérêts? Nous les Congolais. Oui. N'oubliez pas que la plupart des minerais, je dirais des minerais congolais, sont dans les mains étrangères. Vous avez tous les contrats miniers, sont les étrangers qui ont presque tout. Vous avez les banques, ce sont les étrangers, le Congo n'a rien. Donc, si les Américains nous protègent, nous donnent la sécurité, si nous sommes sérieux, nous pouvons mettre en place une certaine réforme au niveau des sociétés minières. Il y a des entreprises minières qu'on peut appeler, il y a des contrats léonins. Nous pouvons revoir ça. On a vu avec le contrat Sécomine, Oui. le président Tshisekedi est parti, donc il a envoyé une équipe, on a essayé de travailler, on a récupéré 7 milliards de dollars. Donc on peut faire pour tous les contrats, que ce soit contrats signés par les Européens, les Occidentaux, les Indiens et les autres, même les contrats signés par les Américains. Donc ça va donner l'occasion de tout revoir. Mais aussi nous permettre de créer des entreprises congolaises. Donc c'est là où j'ai dit, les autres travaillent, nous on ne travaille pas. Il y a un think tank américain, Oui. Atlantic Council. C'est lui qui avait publié un rapport, je pense, en 2016, au mois de mars, sur les richesses du Congo, qui était évalué à peu près avec 4 milliards. 24 000 milliards de dollars. C'était l'évaluation des richesses du Congo. Et ce think tank a organisé un peu, je dirais, une petite étude qu'on a publiée, mais il a fait appel à 5 spécialistes, parmi lesquels nous avons notre frère congolais qui travaille, je pense, au Centre international de relations internationales il faut que je dise, c'est un peu, ce serait intéressant parce que, ok, c'est le Centre d'études stratégiques et internationales à Washington. Il est chercheur principal et directeur du programme Afrique. Il s'appelle Vemba Pezo Disolele. Je l'ai rencontré en 2013 quand j'étais passé à Washington. On se connaît un peu bien. Il a publié aussi un article dans ça. Il y a aussi d'autres Congolais que je ne connais pas, mais qui ont publié. Ce qui est important dans ça, c'est qu'on donne un peu l'aperçu de la situation au Congo. Et cet aperçu peut aider, si on veut réinventer ou bien reconstruire, qu'on connaisse un peu, ça peut aider une base en quelque sorte. Et l'article, ou bien l'étude s'intitule « Au-delà des minéraux critiques, exploiter les vastes opportunités de la RDC ». Donc, il se projette déjà la reconstruction du Congo. Il donne quelques pistes. Pourquoi ça ne marche pas, les deals tels qu'on les fait là, ça va profiter à qui, quelle est la position des Congolais. Je pense qu'ils ont écrit en toute liberté, ce ne sont pas des politiciens, ce sont des chercheurs. Ça, moi j'ai dit,
Ça se fait à l'étranger. Ce n'est pas par les Congolais. Il faut éviter qu'on vienne encore nous imposer la manière de réfléchir, la manière de s'organiser. Les Américains viennent avec un deal. Ils disent, nous voulons protéger les minéraux, nous voulons stabiliser le Congo, mais ils ne vont pas reconstruire l'État congolais, parce que l'État n'existe presque pas. C'est aux Congolais maintenant de voir, nous faisons quoi pour qu'on ait un État proche de notre peuple, qui défend les intérêts du peuple, qui défend les intérêts, qui défend les intérêts économiques du Congo, du pays. Ça, c'est la responsabilité des Congolais. Et au lieu d'attendre que les autres nous amènent leurs projets pour nous imposer, nous devons déjà travailler. Il y a déjà une base, c'est la chance que nous avons. Bien que beaucoup de politiques ne lisent pas ce que les Congolais lisent et écrivent. Je commence par 4 livres, c'est au moins une petite base. Il y a d'autres qui ont été écrits, peut-être que je n'ai pas encore eu à lire. Vous avez les livres de professeur Zongola Talaja, Georges. Faillite de la gouvernance et crise de la construction nationale au Congo. Une analyse des luttes pour la démocratie et la souveraineté nationale. Donc en 2002, il avait publié un ouvrage sur de Léopold II, du Congo de Léopold II à Kabila. C'est en 2002. Et ça, il a publié en 2015, il a retravaillé les textes pour l'adapter aux réalités congolaises. Donc, c'est presque le même livre, mais retravaillé pour adapter aux réalités congolaises. C'est là où il parle de réalité des terrains, quoi, ici. Là, il parle de la faillite de la gouvernance. Ici, c'est l'histoire politique du Congo. Toute l'histoire. Depuis Léopold II jusqu'à Kabila. Kabila Joseph. Tout est expliqué ici. Donc, si vous lisez ça, vous avez l'histoire politique du Congo. Les causes de tous les problèmes que nous avons. Je dis que c'est l'histoire, si vous lisez ça, vous comprenez l'histoire politique du Congo. Et les solutions? C'est un historien. Les solutions, il faut comprendre notre destin en main. Donc, ici, c'est au moins une base qui va nous permettre, si demain on veut réinventer notre État, qu'on sache ce qui s'est passé et qu'on tire les leçons de l'histoire. Le problème, c'est l'homme. Hein? C'est l'homme congolais. Non, les décisions prises, les niveaux de culture, d'information, on n'a pas d'élite. Non, je pense que le problème est que notre élite, de manière générale, est aliénée. Une élite de mercenaires. Hein, c'est peut-être ça le problème. Il faut aller au-delà. Oui, c'est une élite de mercenaires qui travaille pour des intérêts étrangers. Mais il y a aussi la difficulté, le problème aussi de l'État. L'État tel qu'il est là, tel qu'il a fonctionné, l'État de Mobutu, l'État de Léopold II, ce sont des États contre les intérêts du Congo. Donc, il nous faut maintenant repenser un État proche de notre peuple pour les intérêts du peuple et pour l'avenir de nos enfants. Donc, ça, c'est une construction qui viendra seulement des Congolais. Ça, Zongola Talaja, le prof Zongola Talaja, Georges, lui, il a parlé de la fête de gouvernance. Donc, je dis, c'est l'histoire politique de notre pays depuis Léopold II jusqu'à ce jour. Il y a le deuxième livre, écrit par Daniel Mukoko Samba, qui est actuellement VPM en économie, Guérir le Congo du mal zaïrois. Le livre est publié chez l'Harmattan. Oui, c'est un peu. Je regarde la date. Oui, mais c'est publié chez l'Harmattan. Voilà. C'est pas grave, je n'ai pas la date en tête. Ce qui est bon dans ce livre, le professeur Daniel Mukoko Samba a fait tous les bilans, je dirais un peu, l'histoire économique de notre pays depuis le Léopold jusqu'à ce jour. L'histoire économique de la République. Économique de la République, oui. Donc, on a déjà une base. Nous avons politique, le professeur Zongola Talaja l'a fait. Économique, vous avez le professeur Mukoko Samba. Et ça peut nous permettre de jeter les bases d'un nouvel État moderne congolais qu'on peut construire grâce à la protection américaine. Troisième livre, vous avez le professeur Gondabinda, il est philosophe, oui. Construire notre République.
Introduction à la pensée politique congolaise. Il a essayé un peu de résumer la pensée de Kasavubu, Lumumba, Mobutu et Kabila. Au moins ceux qui étaient au pouvoir. Mais il n'a pas encore ajouté la pensée de Moulele, Gizenga, Tshisekedi, donc Étienne Tshisekedi, Kimpa Vita et d'autres qui ont fait la révolution de ces pays ici. Donc, on a déjà une base politique, les penseurs, parce que beaucoup de Congolais ne savent pas quelle est la pensée de Kasavubu, la pensée de Lumumba, la pensée de Mobutu, la pensée de Kabila, mais aussi la pensée de Étienne Tshisekedi. Ce sont des gens qui sont battus pour libérer ces pays. Il faut déjà que les gens étudient ça. Sur le bas de ça, on peut déjà construire notre pensée politique congolaise. Et vous avez le troisième livre et quatrième livre. Et ça, moi, j'ai eu des entretiens en 2009 avec professeur Kamana, il est déjà décédé. On a fait une grande interview. Les titres, c'était le Congo est à inventer. Kamana. Pour ne pas dire le Congo est à réinventer. Ici, c'est la dimension philosophique, je dirais intellectuelle. Comment est-ce qu'on peut procéder pour inventer un nouveau Congo? Donc, on peut dire que tout est déjà tracé. On n'a pas à aller chercher encore des choses à l'extérieur. Si on va chercher des pensées ou bien des contributions à l'extérieur, c'est pour compléter. Mais qu'on ne tombe pas dans un piège comme dans les temps où vous avez des ONG étrangères qui vous amènent des projets ici. On paye nos intellectuels pour entretenir un discours de domination. Donc, cette fois-ci, avec l'arrivée de Trump, avec l'arrivée de l'Amérique, on va nous laisser la liberté de penser, repenser notre société, réinventer notre État. Tout dépend maintenant de nous. Trump vous dit, vous vous occupez de votre pays, votre peuple. Lui s'occupe du peuple américain, des intérêts américains. Donc maintenant, nous avons une chance exceptionnelle, grâce à la protection américaine, qu'on puisse réinventer un nouvel État pour les biens de notre pays, du peuple congolais et des Africains. Monsieur Freddy Mulumba, comment peut se décliner ce soutien des États-Unis? Économique, sécuritaire, social? Comment l'Amérique, de quelle manière le soutien américain peut être décliné? Est-ce que ça sera, ils viendront mettre fin à l'insécurité, à l'invasion rwandaise? Ils viendront nous permettre d'avoir des outils de construire nos routes? Est-ce qu'ils viendront nous aider à restructurer notre appareil judiciaire? Comment peut se décliner ce soutien américain, M. Freddy Mulumba? Oui, moi je pense que si nous voulons que nous gagnions, oui, il faut d'abord qu'on identifie nos intérêts. Et ce qui est important, qu'on ait un plan. Quel est notre plan face au deal américain? Les Américains vous disent, nous venons pour sécuriser les minéraux. Vous en profitez parce que ce ne sont pas les enfants du cœur. Mais aussi nous stabiliser. Donc vous avez la sécurité et la stabilisation. Maintenant, si vous voulez reconstruire votre État, c'est vous. Ce ne sont pas les Américains. Donc il faut maintenant que nous ayons un plan clair. Mais la sécurité, là, c'est assuré. Nous aurons la paix. Nous aurons la paix. Dans toute la partie est. En fait, ils viennent pour sécuriser les matières premières, mais ils peuvent nous aider à reconstruire l'État. Voilà pourquoi il faut relire l'histoire. Entre 60 et 65, il y avait un vide. Après les rébellions, il y avait un désordre total. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a restructuré l'armée. Mais cette fois-ci, l'Amérique n'était pas tellement présente. On a laissé beaucoup plus d'autres pays intervenir pour refaire l'armée. Beaucoup de nos cadres donc, de haut gradés militaires ont été formés en Belgique, entre 1965. Je pense que maintenant, ce qu'on va faire, pour mieux faire, il faut venir former les gens sur place pour éviter ce qu'il y ait des coups d'État. Parce que généralement, si l'armée est très bien structurée et la société civile est en désordre, il y a un coup d'État. Pour éviter ça, il faut refaire la société civile, donc la société politique, avoir des hommes politiques sérieux qui défendent les intérêts du Congo, qui défendent les intérêts de la population, qui ont une certaine légitimité. De l'autre côté, vous avez une armée de patriotes. Pas des armées, l'armée qu'on peut former contre le peuple et contre l'État congolais.
C'est pour qu'on évite un peu le coup d'État, qu'on tire les leçons du passé. Donc, ils vont nous aider à refaire l'armée. Et Ils vont nous aider à refaire. Ils ne vont pas déployer leur propre armée sous le... non, il y aura, Eric Prince va amener ses militaires. L'armée américaine ne viendra pas ici. Les Blackwater viendront pour nous aider à mettre la main. Blackwater, c'est quoi, M. Freddy? Non, c'est on peut dire, c'est un truc de mercenaires, c'est comme des mercenaires en quelque sorte. C'est comme Wagner. Effectivement, oui. C'est comme Wagner. Donc, ils viennent pour nous aider à mettre de l'ordre. C'est d'abord le minerai, mais participer aussi à la réinvention d'une nouvelle armée moderne, patriote pour nos propres intérêts. Donc, tout dépend de nous. C'est là où ça signifie qu'il faut maintenant que nos élites congolaises, politiques tout comme militaires, mais aussi intellectuelles, c'est un peu de montrer la voie à suivre. Les Américains viennent, quelles sont nos propositions? On parle de 500 milliards. Oui, ça c'est l'investissement. C'est là où ça devient aussi très urgent. Vous savez, la plupart des hommes d'affaires que nous avons sont des politiciens. D'abord, toute l'économie est dans les mains des étrangers. Ils ne sont pas contrôlés par les Congolais. Je vais vous dire, toutes les mines. Toutes les mines sont entre les mains. Dites-moi un peu, quelle entreprise congolaise, à part les Jacamines qui est une entreprise d'État, quelle entreprise congolaise privée qui a des grandes mines ici? Il n'y en a pas. Tous sont des étrangers. Maintenant, la meilleure façon de faire, c'est comme il faut étudier comment la Chine, en faisant une ouverture à l'étranger, parce que c'était les partis communistes contre tout, c'était l'État, comment la Chine a procédé pour coopérer avec l'imitation occidentale. Qu'est-ce qu'on a fait? Le pouvoir chinois, donc le Parti communiste chinois, a d'abord créé des entreprises, joint venture. Donc vous avez les hommes d'affaires chinois, tout comme l'État chinois, qui coopèrent avec les privés. Donc on peut créer une entreprise mixte. L'État... Un peu comme Sycomine. Ah ouais, en quelque sorte comme Sycomine. Donc il faut procéder comme ça. C'est pour éviter à ce que l'économie tombe dans les mains de la mafia et des étrangers. Après, on verra comment on va privatiser. C'est quand nous aurons nos propres hommes d'affaires. Là, on peut confier la gestion de notre économie. Mais pour le moment, tout est dans les mains des étrangers. Et c'est dangereux pour nous. Et pour éviter ça, il faut qu'on fasse ce qu'on a fait avec la Gécamine, comme avec Sycomine. La Gécamine est présente, mais pour les intérêts du Congo. On verra avec le temps si on peut parvenir à privatiser. Mais pour le moment, je pense qu'il faut adopter les entreprises mixtes. C'est une très bonne pour nous. Certains ont dénoncé le bradage. Nous sommes sur le point de brader nos minéraux, un peu comme on l'a fait avec la Chine en 2007 avec cette histoire de Sycomine. Nous serions en voie de brader nos minéraux encore une fois, qui passeront par le Rwanda, qui va raffiner pour l'industrie américaine et au-delà. Monsieur Freddy Mulumba, est-ce que le contrat que nous allons signer avec les États-Unis d'Amérique va permettre aux Congolais de se retrouver eux aussi? Du win-win, comme on dit. Oui, mais je pense que l'Amérique est venue nous sauver. Pourquoi? 30 ans durant, ces minéraux étaient volés, pillés par les Rwandais et l'Ouganda et les globalistes. 30 ans durant, on les volait. Aujourd'hui, on vient pour mettre de l'ordre. Ça va nous profiter, les mines de Rubaya, aujourd'hui, qui les contrôle? J'ai suivi un reportage sur un média chinois, où on fait, c'est pas écrit, quoi, c'est un article de reportage, où on démontre que M23 contrôle les mines de Rubaya, donc les mines de coltan. On prend, il vend à qui? L'argent qui sort, on donne à qui? Si demain les Américains disent, ils arrivent, on dit ok, dans les villes là, les mines là reviennent au Congo. Très clairement. C'est à nous-mêmes de savoir, on va les confier à qui? Selon les lois congolaises. Maintenant, c'est à nous maintenant. Ça sera très profitable. Il n'y a pas de bradage. C'est une erreur d'analyse. Par contre, le Congo sortira gagnant. Mais le point va se poser à quel niveau? C'est au niveau des chaînes d'approvisionnement. Quand vous lisez la plupart des rapports des Nations Unies, on vous dit qu'il faut sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Parce que la plupart des mines qui sont pillées au Congo passent par le Rwanda. Et ces mines sont raffinées à Hong Kong, Shanghai,
vous avez encore Malaisie et d'autres États. Donc, si demain... Donc les Chinois sont aussi gagnants dans ce que le Rwanda est en train. Mais j'ai dit que les mines sont raffinées en Chine, ce n'est pas ailleurs. Shanghai, c'est aussi en Chine, non? Mais pourquoi un État comme la Chine va aussi aller vers le Rwanda pendant que nous avons déjà un contrat avec eux? C'est question d'intérêt, il ne faut pas. La Chine, c'est un État commerçant. Les pommes, nous sommes très naïfs. La Chine est là pour ses intérêts. Parce qu'aujourd'hui, il y a des désordres à l'Est. Hein, les Chinois tirent les ficelles aussi. Non, non, ils sont dedans. En fait, ils sont dedans parce que tout est raffiné chez eux. Donc s'il y a des désordres à l'Est, on ne saura pas exploiter les minéraux. C'est ce qu'on appelle les 3T. Les 3T. Oui, oui. Donc ça va créer un problème au niveau d'approvisionnement au niveau international. C'est raison pour laquelle tu vois, ces minéraux, même quand il y a la guerre, on exporte toujours. Et tout le monde demande à ce qu'on puisse sécuriser la chaîne d'approvisionnement. Si aujourd'hui on bloque, il y aura une crise sur le plan international, bien sûr le marché mondial. Donc ça va créer des problèmes. Donc, ça la difficulté maintenant qui va se poser. On va les laisser passer par les Rwandais en attendant que la voie de Lobito soit mise en place, donc les corridors de Lobito soient mis en place pour que ces minéraux partent en Amérique, ou bien on va laisser toujours passer par les Rwandais. Les Rwandais, c'est un pays enclavé. Ça passe par les Rwandais. Après les Rwandais, ça doit aller à Dar es Salaam ou bien à Mombasa. Et de Mombasa, ça part à l'étranger. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est là, moi, j'ai dit, c'est le travail des Congolais. C'est faire des études maintenant, de faisabilité. Et ça, ce n'est pas le travail des politiciens, parce que les politiciens négocient sous pression. Il faut maintenant que les gens qui sont libres, au lieu qu'on voit un individu qui parle, il faut qu'il y ait un groupe multidisciplinaire, économiste, historien, on se met, on produit comme Atlantic Council a produit cette étude. Tu vois? On peut faire ça. Mais malheureusement, les gens ne veulent pas travailler ici. Ils attendent que quand on va signer, qu'ils aient cherché du travail. C'est ça notre problème. Donc, c'est une chance exceptionnelle pour nous. Si nous sommes conscients, ça va nous profiter. Et si nous sommes naïfs, nous risquons d'être décolonisés. La récolonisation. Monsieur Freddy Mulumba, merci bien. Mais cette affaire ne se limite pas qu'au Congo. Un peu l'humanité entière s'intéresse à la RDC, un pays riche, un pays qui est un pays solution, a beaucoup de problèmes actuellement. Il y a un homme qui a pris parole après plusieurs années de silence, Joseph Kabila, ancien président qui connaît un peu ses rouages, 18 années au pouvoir. Il a pris la parole, il s'est rendu à Goma. Il dit il veut mettre fin à il faut mettre fin à cette dictature actuellement au Congo. Qu'est-ce que cela représente au niveau international, le discours de Kabila et le fait qu'il soit déjà à Goma? Ça pose un problème. Quelqu'un qui a fait 18 ans de pouvoir, qui était chef de l'État, et aujourd'hui s'est converti en rebelle. Mais lui-même a dit qu'il n'est pas... Non, il l'a dit, mais il est avec les rebelles, il est avec les Rwandais. C'est même pas ça, avec les Rwandais. Il est installé à Goma, là où il y a 10 000 morts que les Rwandais ont tués. Et à cause de cette guerre, il y a 10 millions, plus de 10 millions de morts. Comment expliquer que celui qui était chef de l'État aille s'associer au bourreau? Et ça pose un problème très sérieux aujourd'hui. Pour qui rouler Kabila et pour qui roule Kabila? C'est la question de fond. Parce que normalement, il devrait rentrer à Kinshasa. Pourquoi il est parti de l'autre côté? Donc il y a toujours derrière ici, il ne faut pas l'oublier, la guerre, l'AFDEL avait un objectif. C'était imploser le Congo et mettre la main sur les chefs du Congo. Donc, si on peut prendre une hypothèse, s'il est parti sur place là-bas, c'est pour achever la balkanisation du Congo. Hier, Kagame était derrière, les Banyamulenge, on tue les Tutsis, les FDLR. Les discours n'étaient plus debout. Que faire? Il faut qu'un ancien président prenne la charge. Qu'on dise que c'est un problème congolais. Ce n'est pas encore la question de Rwanda. Comme ça, Kagame lave les mains. On ne parle pas de lui, paraît-il, ça fait une année, un mois, on ne parle plus de lui. Maintenant, c'est Kabila.
Donc il a réussi son coup de faire la diversion. Mais je pense que ça pose aussi un problème très sérieux. Savoir pendant 30 ans que l'AFDEL était avec la vie de l'AFDEL, tout était mis en place pour que le Congo implose, soit balkanisé. Mais comme maintenant les projets sont en difficulté, avec l'arrivée des Trump au pouvoir, l'administration américaine, avec le président Tshisekedi qui est au pouvoir, qui ne veut pas céder, qui ne veut pas être sous tutelle. Donc maintenant, il faut chercher quelqu'un qui vient pour relancer la machine. Quelle machine? Sauver les projets de la balkanisation qui étaient dès le début, qui étaient à la base de la guerre de l'AFDEL, de 1997, 94-97. Dans son discours, il dit qu'il a trouvé un pays divisé, émietté, il a réunifié, il a légué un héritage et les institutions à son successeur. Voilà ce qu'il dit. Donc par rapport à tout ce qu'on accuse de vouloir balkaniser, de venir au pouvoir par la force, lui dit qu'il n'est pas là. Au contraire, il a plutôt... Mais une question, oui. Pourquoi n'a pas condamné le Rwanda? C'est ce qui est frappant, c'est ça. Il était chef de l'État. Il y a eu des guerres en 2012, là, les Américains sont intervenus, on a envoyé nos troupes, on a chassé M23. Comment celui qui avait fait ça, aujourd'hui, se trouve de l'autre côté? Ça pose beaucoup de questions. Était-il complice quand il était au pouvoir ou pas? Ce sont des questions de fond. C'est la question que Oui, était-il complice parce qu'on ne peut pas comprendre. Tu t'es battu pendant 18 ans et après, tu vas encore rejoindre les camps adverses. Ça signifie que tu joues leur jeu. Donc il faut qu'on reprenne notre histoire, qu'on relise notre histoire depuis l'arrivée de l'AFDEL. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui pour comprendre l'attitude de l'ancien président Kabila. Mais les kabylistes disent que Étienne Tshisekedi à l'époque était aussi allié au RCD. Pourquoi il était même allé à Kisangani ou la partie occupée par le RCD à l'époque? On ne l'avait pas traité d'acte de traite. Mais c'est différent. Étienne Tshisekedi n'était pas chef de l'État, il n'a pas fait 18 ans au pouvoir. Ici, vous avez quelqu'un qui était à la tête du pays pendant 18 ans. Il connaît tous les secrets. Il connaît tout. Comment il peut se reconvertir en rébellion? Parce qu'il est venu avec la FDL comme rebelle. Mais vous voyez, maintenant, vers la fin, il devient encore rebelle. Était-il complice pendant ces 18 ans? Il préparait les chemins pour la balkanisation. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que les projets étant en difficulté, il faut qu'ils reviennent à la manœuvre. Ce sont des questions de fond. Mukwege aussi dénonce la même chose. Il dénonce le fait que Kabila n'a pas dénoncé le Rwanda. Donc, tout Congolais conscient se pose la question. Comment quelqu'un qui est à la tête ici, 18 ans, il devient rebelle? On ne comprend pas. Donc, il faut prendre du recul. Se poser la question pourquoi il est là-bas. Vous regardez, vous dites, il y a lui, comment on appelle encore ici, Katumbi, Fayoulou, c'est Sanga. Regardez l'histoire. Genève. Qu'est-ce qui s'est passé à Genève? Genève, Félix Tshisekedi était aussi là. Il y avait Félix Tshisekedi, il y avait Kamere, il y avait Fayoulou, Matungulu, Bosenyamwisi et Mozito. À peu près 7 ans. Oui. C'est vers la fin que Félix et Vital Kamere se sont retirés. Et sont restés. Mais qui coordonnait, donc, qui encadrait l'opposition? C'était qui? C'était la fondation Kofi Annan. Fondation Kofi Annan, qui était à la tête de cette fondation, un ancien, je dirais, un peu représentant du secrétaire général des Nations Unies ici, comment s'appelle-t-il encore? C'était un Britannique. Alain, les noms m'échappent. C'est celui qui avait mis tous les opposants ensemble pour affronter les candidats d'FCC. Aujourd'hui, on reprend presque le même style. On prend Kabila, on prend Fayoulou, on prend Ksesanga, on prend Katumbi, on les met ensemble, attaquer Félix Tshisekedi, mais attaquer les guildes américains. Et là, vous comprendrez, il y a les guildes
donc USA, RDC, qui est en face des globalistes qui mènent la vie dure à Trump. Les globalistes soutiennent les camps de Kabila, les camps des autres, le Rwanda et les autres. Et l'administration Trump soutient le président Tshisekedi avec l'État congolais. Il y a un affrontement maintenant. Donc, de toute façon, il y a l'État d'un côté, l'État américain, et de l'autre côté sont des aventuriers ou bien des hommes d'affaires. L'État américain va imposer, qu'on le veuille ou non, il y aura l'ordre ici. Donc, Kabila et les autres sont perdants. C'est là où ça devient intéressant. D'abord de voir que on a vu Thabo Mbeki se réveiller, et commencer à soutenir, aller même à parler qu'il y a le tribalisme. À Kinshasa, Félix met les Kassaïens partout. Oui. C'est ce qu'il disait, mais les gens oublient l'histoire. C'est Thabo Mbeki qui a joué un rôle dangereux quand Mobutu était vers la fin de son régime. On est parti chercher Mosengo, Monsieur Mosengo, pour faire la transition. C'est Thabo Mbeki. Lui-même l'écrit. On oublie encore les rôles que Thabo Mbeki a joué pour le dialogue intercongolais. C'était lui qui coordonnait tout. Il était le président sud-africain à l'époque. Sud-africain et président aussi de l'Union africaine. Oui. Il avait tous les pouvoirs. Il travaillait avec Kofi Annan. Il travaillait avec le globaliste pour mettre la main sur le Congo, pour avoir les leurs au pouvoir. La formule 1+4. Thabo Mbeki, Kagame, Museveni ont joué un rôle important. 1+4. 1+4. Un président et 4 vice-présidents. Donc, c'est sorti de l'Afrique du Sud, donc de global. C'était la magie pour réunir le Congo? Pas pour réunir le Congo, pour avoir les leurs au pouvoir, pour qu'ils contrôlent le Congo. Parce que c'était, comment dirais-je, quelque chose qui échappait aux Congolais. Donc, l'accord global inclusif de Sun City. C'est Thabo Mbeki qui était à la base de ça. Voilà, maintenant, il revient encore. Il veut sauver l'accord global inclusif. Parce que cet accord avait un objectif, c'est mettre la main sur le Congo. Par qui? Mais les globalistes, qui étaient à la base, étaient à la manœuvre. On peut dire les multinationales, parce que tous les miniers avec les Bill Clinton qui étaient à la base de la guerre. Il fallait aller avec leur processus jusqu'au bout. Maintenant, le processus est en difficulté. On est parti réveiller tout le monde. Vous avez vu les vieux présidents Obasanjo entre en jeu. Vous avez vu les Qatar. Donc, l'arrivée de Trump à Kinshasa, au Congo, pose problème, menace les intérêts des autres. Que faire maintenant? Il faut brouiller les cartes. Il faut tirer les choses à longueur. Si dans 4 ans, Trump part, ils reviennent. Et pour cela, on fait jouer les jeux aux Congolais. Vous voyez Kabila qui revient, vous avez Fayoulou, vous avez tel. Mais ce sont des porteurs de masques. Ce sont des porteurs de masques. Mais ceux qui sont derrière, ce sont des multinationales qui étaient à la base de la guerre de l'AFDEL, qui étaient sûrs de mettre la main sur les richesses, de faire imploser le Congo. Mais le projet est en difficulté avec l'arrivée de Trump et le président Tshisekedi qui est à la tête du pays qui dit non à ce projet-là. L'implosion du Congo, M. Freddy Mulumba, on a déjà vécu cela dans le passé. Au Kassai, nous avions eu un certain Kalonji. Dans le Katanga, l'espace Katanga, on a eu un certain Moïse Tchombe. Aujourd'hui, beaucoup redoutent encore qu'on puisse revivre la même histoire. Est-ce qu'il y a des éléments propices à ce que le Congo puisse revivre cette scène tragique à nouveau? Je pense que l'ancien président Joseph Kabila est sur les traces de Moïse Tchombe. Je m'explique. Comment ça? Je compare deux périodes. En 1961, je pense que c'était le 1er juillet. En 60, oui. Le 1er 60, le 11 ou bien le 11 juillet 1960, Tchombe, Moïse, a déclaré la session katangaise. Il voulait créer un État indépendant. Et pendant cette période, il avait le soutien des anglo-saxons, de tous les hommes d'affaires,
avec l'Union minière du Haut-Katanga qui les soutenait. Donc, il avait une armée soutenue par les Belges, il avait une police, il avait une monnaie. Donc, c'était déjà un État, l'État indépendant du Katanga. C'était tellement sûr. Et derrière, c'était de Belges, on peut dire de puissance occidentale, avec l'Hermite nationale, l'Union minière du Katanga. Mais pourquoi ça posait problème? C'est parce que les intérêts de l'État américain étaient entrés en contradiction avec les intérêts de trusts ou bien des hommes d'affaires anglo-saxons. Parce que l'Amérique faisait la guerre contre l'Union soviétique. On était déjà entré dans la guerre froide. La guerre froide à l'époque. Donc pour l'Amérique, ce n'était pas sauvegarder les minéraux, pour l'Amérique, c'était sauver le Congo pour éviter que le Congo devienne un Cuba. Et pour cela, on a ignoré les intérêts des hommes d'affaires. Il y a eu aussi la mort de Lumumba à cause de cela, mais aussi l'assassinat de Lumumba, mais aussi la mort de Dak Hamadior qui est mort en Angola, qui était secrétaire général des Nations Unies. Oui. Et Tchombe, comment ça s'est passé? Et quand les Américains ont vu que leurs intérêts sont en train en difficulté, les intérêts de l'État américain, on a demandé à Tchombe d'abandonner. Tchombe a refusé d'abandonner, de tuer, donc d'abandonner son projet d'État indépendant du Congo. Et on a refait, l'Amérique a donné des moyens aux Nations Unies pour qu'on mette fin à la situation katangaise. Il y a eu la guerre entre les troupes des Nations Unies contre les troupes de Tchombe. C'est comme ça qu'on a mis fin à la guerre de la situation katangaise. Et après, Tchombe est devenu Premier ministre. Les gens se rappellent en 1964, après l'élection, c'était Tchombe qui était nommé Premier ministre. Il était venu jusqu'à Kinshasa avec une mallette, on parlait de 994 millions de francs belges. Il est monté la mallette, il a amené tout ici. Donc c'était les gens étaient contents à Kinshasa. Quelques temps après, on a fait un coup d'État. Tchombe est parti en exil. En 1969, on l'a enlevé du Portugal. On l'a amené en Algérie, en prison. Il est décédé le 30 juin 1960. Et tout ce que Tchombe avait comme richesse, toutes les richesses que les Katanga indépendants avaient en Occident, en Belgique, tout a disparu. Et c'est bien l'État indépendant du Katanga. Et puis on l'a liquidé. Moi, ma crainte, que ça arrive aussi à Kabila. Ah bon? Oui. Il est sur la même voie. C'est les mêmes traces. On lui a demandé de venir pour prendre la tête. Il a des moyens. On va le faire jouer les jeux. Et quand on verra qu'il n'est plus utile, on va le sacrifier. Parce qu'ici, et ça il faut que les gens comprennent, les enjeux géopolitiques sont plus importants que vos discussions internes ici. Et ce qui va se passer, si Kagame s'entête, on va attaquer toutes ces rébellions-là. Et les ténors seront arrêtés. Parce que ce qui joue ici pour l'Amérique, comment éviter ce que la Chine mette la main sur les richesses congolaises, sur les minéraux stratégiques. Donc, il n'y a pas de blague. Qu'il le veuille ou non, ça va terminer très mal pour lui. Donc, c'est fini les aventures de Tintin au Congo. C'est terminé. Monsieur Fadi Moumba, comment voulez-vous que nous ayons la stabilité, que nous puissions conclure des accords de grande envergure avec les grands États quand au niveau interne, il n'y a pas de stabilité? Le Congo aujourd'hui, dans les rapports de Mugnes, c'est au bas de l'échelle. Comment est-ce que nous pouvons conclure avec un État comme les États-Unis d'Amérique? Mon cher ami, le tableau est tellement sombre. Je t'ai dit que ça, ce sont des questions secondaires. Pour l'Amérique, il le dit clairement, nous venons pour les minéraux stratégiques pour la sécurité nationale américaine. Ça, c'est pour les Américains. Mais ils ne peuvent pas travailler dans un désordre. C'est impossible. Il faut qu'il y ait la loi, qu'il y ait la sécurité. Voilà pourquoi ils amènent l'entreprise de sécurité d'Eric Prince, Blackwater, pour sécuriser les mines. Et deuxième chose, on va amener la loi. Ils viendront imposer leur loi dans un pays souverain.
toutes les entreprises qui vont venir ici auront la nationalité américaine, donc les droits américains. En cas de problème, ils seront jugés là-bas. Donc toutes les entreprises mafieuses seront obligées de s'adapter à la loi américaine et congolaise. Donc ça va nous aider à mettre l'ordre chez nous. L'Amérique ne viendra pas ici travailler dans les désordres. Tout ce qu'on fait ici, je sais que ce qu'on appelle la guerre hybride. Hein, montrer aux Américains, les Congolais sont incompétents, vous voyez, ça ne marche pas. Mais quand vous regardez derrière, les tireurs de ficelles, c'est Kigali. Rappelez-vous, Kagame avait accordé une interview chez Fox News où il parlait du marche du président. Pourquoi il le disait? Parce que généralement, les Rwandais, à l'étranger, avec leurs amis, certains amis occidentaux, disent non, au Congo, là, il n'y a rien. Vous savez, ils sont désordonnés, il y a la corruption, on détourne. Alors quand vous regardez de plus près, c'est eux qui tirent de ficelle. Les Rwandais. Oui, mais pendant plus de 25 ans, ils ont mis en place leurs structures, leurs personnes sont là. Ils sont partout. C'est connu. C'est connu qu'ils sont partout. Les Américains sont au courant. On est infiltré jusqu'à l'infiltration. L'infiltration est très poussée. Même l'UDPS. J'ai dit que l'infiltration est très poussée. Vous avez vu dans l'armée, comment est-ce qu'on peut acheter beaucoup d'armes? On ne gagne pas la guerre. Un grand pays de 100 millions d'habitants. C'est l'infiltration qui a fait ce qu'on perd la guerre. Et vous allez voir, quand on va refaire l'armée, ça ne va pas durer. Et quand on va mettre la loi, on va reconstruire l'État. Un État reconstruit par des Congolais, pas par des Américains. Ça ne marchera pas parce qu'aucun Congolais ne peut pas accepter de vivre dans un pays riche. Mais la population est pauvre. Et vous voyez que ce sont les étrangers qui sont riches. Il y a un problème, il y a une contradiction. Un Congolais qui est conscient, qui est patriote, ne peut pas accepter ça. Donc si demain, les Américains nous protègent, on réinvente notre État au profit des intérêts des peuples, on met la loi ou bien l'état des droits, on revoit un peu tous les contrats léonins qu'on a signés. On met de l'ordre dans l'économie. Vous allez voir comment les Congolais vont sortir. Mais ce qui est positif avec Trump, il ne va pas s'occuper de vos problèmes. Ça fait que l'organisation, tout dépendra de nous. Reconstruire la magistrature, reconstruire l'État. Ce n'est pas aux Américains de faire ça. Mais pour le moment, tous ces désordres, corruption, les gens passés par là, c'est une diversion pour donner l'image que les Congolais sont incompétents, ce qui n'est pas vrai. Donc, ils sont parvenus à mettre leurs personnes partout pour oublier les cartes. Mais leur projet est arrivé à la fin, donc a échoué. Donc, avec Trump, il n'y aura pas balkanisation. C'est la chance que nous avons aujourd'hui. On est sûr, avec Trump, le Congo va reprendre sa place, comme dit tant de Mobutu, être une puissance au cœur de l'Afrique. Qu'est-ce que vous conseillerez à Joseph Kabila aujourd'hui, surtout à Goma? De tirer les leçons de l'histoire de Moïse Tshombe. C'est tout. Monsieur Freddy Mulumba, il y a une autre médiation qui est en cours. Il y a un panel des médiateurs qui se sont rencontrés à Lomé, au Togo, au Obasanjo, Uhuru Kenyatta, lui-même Fornia Simbe. On a vu également certaines missions diplomatiques, notamment de l'Union africaine, étaient sur place. SADC est assez sans oublier cela. Monsieur Freddy Mulumba, croyez-vous que quelque chose de bon peut venir de toutes ces initiatives rassemblées de l'Union africaine? Est-ce que vous trouvez normal que les gens parlent du Congo sans Congolais? Tous ces gens ont profité, pendant tout ce temps, d'avoir des intérêts ici. Je sais, il y a un Sénégalais là qui était venu ici dans le cadre du dialogue intercongolais, Moustapha Niasse. Mais il a des intérêts ici. Donc, tout le monde qui vient ici, soi-disant venir nous réconcilier, vient pour les propres intérêts. Au Obasanjo a beaucoup d'intérêts ici. Ah bon? Moi, je demande, dès qu'on termine, dès que les Américains viennent, pour question d'information, qu'on publie toutes les entreprises minières, tout comme commerciales, qui sont au Congo, et leurs actionnaires. C'est là que vous verrez qu'il y a beaucoup de politiciens, des hommes d'affaires, non, des hommes politiques africains, qui ont des intérêts ici. Voilà pourquoi ils se réunissent au Togo. Ce n'est pas pour les biens du Congo. Comment ils ont... C'est pour sauvegarder leurs intérêts.
Parce que les deals américains et les deals américains menacent leurs intérêts. Trump ne viendra pas négocier avec eux. Museveni propose que les problèmes africains aient des solutions à l'africaine. C'est-à-dire que les Africains eux-mêmes trouvent des solutions à leurs propres problèmes. Pour fustiger un peu ce qui se passe à Doha et à Washington. Est-ce que Museveni, c'est une référence? Il y a une dictature là-bas. Si Museveni est au pouvoir, c'est grâce aux Américains. Tout comme Kagame. Aujourd'hui, ils disent non, nous sommes des Africains. Africains où? S'ils étaient réellement travaillés pour l'Afrique, ils n'allaient pas faire ce qui se passe ici. Ils pillent, ils occupent le Congo, ils volent. Ils volent pour les globalistes. Et venir aujourd'hui dire non, nous sommes des panafricains. Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Je pense qu'il faudrait aller plus loin. Aller plus loin. Museveni, tout comme Kagame, c'est du passé. Oui. Kagame est fini. Parce que les Américains n'ont pas besoin de lui. Nous sommes dans une situation de compétition entre grandes puissances. On a besoin des États, des partenaires qui sont des États stables. On n'a pas besoin de petits pays qui viennent piller pour vendre ailleurs, non. Et les Américains veulent la stabilité du Congo. C'est fini pour Kagame et Museveni, qui se préparent. Donc, il ne faut pas les écouter, ils font leur bruit pour rien. Monsieur Freddy Mulumba, on est en train de chuter, de terminer, mais on va revenir un peu sur ce discours du docteur Denis Mukwege. Est-ce que Mukwege, qui était prix Nobel de la paix, est-ce qu'il peut jouer dans l'intérêt du Congo pour que le Congo puisse, la voix du Congo soit audible au niveau international? Tu vois la difficulté ici. Quelle est la pensée de Mukwege? Oui, le problème c'est qu'au Congo, il y a des individus. Ah, Mukwege, Kabila. Non. Il a été prix Nobel de la paix. Mais le prix Nobel, ce n'est pas pour nous. Les premiers prix Nobel. J'ai dit, les prix Nobel, ce n'est pas pour nous. Ce sont des Congolais qui ont le prix Nobel. Je pense qu'il faut changer de discours. Aujourd'hui se pose un problème. 30 ans de guerre. 3 ans, Bunaganda est occupé. Oui. Peut-être 3 ou 4 mois, Goma et Bukavu occupés par Kagame et Museveni. Avec les multinationales. Ils y pillent, ils y tuent. Nous faisons quoi? C'est qu'on attend des Congolais. Il n'y a pas autre chose. L'histoire nous montre, ce sont des peuples qui sont battus pour leur liberté, sont libérés. Personne d'autre ne viendra vous libérer, même pas les Américains. Même pas la CENCO, l'ECC, en réunissant les acteurs politiques au niveau interne, Kabila, Nanga, je t'ai dit qu'il faut... tous autour d'une table, parlons Congo. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Quelles sont les solutions? Nous faisons quoi? On continue? Non, écoute, ça, ce sont les Africains, là, ils sont des désordres. Ça, c'est l'état des Africains. Il faut abandonner ça. Il y a un problème, il y a la guerre. Vous êtes occupés, nous faisons quoi? On fait la guerre contre ceux qui nous occupent. Mais vous êtes comme Kabila. Il est parti s'allier avec les gens qui nous font la guerre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Tout le temps qu'il a passé au pouvoir. Ça signifie quoi? Il y a traîtrise. Voilà pourquoi la guerre a duré longtemps. C'est inconcevable. Inconcevable ce qui se passe. Et les étrangers qui nous regardent ne comprennent pas. Comment toi tu étais président, 18 ans au pouvoir, tu as combattu M23. Aujourd'hui tu deviens le patron de M23. Il y a un problème. Et l'erreur qu'il a commise, on a sanctionné. Les Américains ont sanctionné AFP M23. Oui, on a sanctionné Kabarebe. Mon cher ami, l'Amérique n'est pas l'Europe. L'Amérique n'est pas l'Europe. C'est fini. AFC, comme il est allié là-bas, allié à AFC, donc il a pris la tête de AFC M23. Mais il est sous sanction. Déjà. Monsieur Freddy Mulumba, j'ai suivi un commentaire de quelqu'un qui a dit, mais monsieur Freddy Mulumba a été promu par Kabila quelque part dans son parcours professionnel. Est-ce que cela est vrai? C'est-à-dire que vous avez été promu à la RTNC par l'ancien président. Est-ce que cela est... D'abord, la RTNC, c'est une entreprise d'État. Moi, je ne faisais pas partie d'un parti politique. Si j'étais parti là-bas, c'est parce que j'étais compétent ou bien j'avais cette compétence en matière. On ne m'a pas nommé comme un militant.
Mon discours était très clair. Et je n'ai pas changé depuis 2009. Lutter contre la balkanisation. C'est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Je n'ai pas changé. Même quand j'étais à la RTNC, je faisais des conférences, je faisais des émissions partout. J'ai passé des moments très difficiles à la RTNC. Très difficiles. Je faisais des émissions, on enlevait. On enlevait mes émissions. Par qui? L'ancien DG qui est décédé. Et j'ai eu à passer des moments difficiles avec lui. On s'est chambé souvent. Il y a beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. Donc les discours dérangeaient. Mais j'étais le DGA de la RTNC. Ça dérangeait beaucoup. Je ne pouvais pas parler de la balkanisation du pays. Mais comme j'avais senti qu'il y a blocage, j'ai fait comment? J'ai passé dans d'autres médias pour m'exprimer. Je suis passé en 2000, j'étais encore... Non, ça c'est après. Quand on m'a suspendu, mais je suis passé chez Télé 50. J'étais toujours... Il y a des émissions. J'ai fait beaucoup d'émissions sur Internet, de conférences contre la balkanisation. Mais c'était impossible que je passe à la RTNC. J'étais DGA. C'était impossible que je passe à la RTNC pour expliquer la lutte contre la balkanisation. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces pays. Il faudrait qu'on ouvre les yeux. Je crois que votre salaire était aussi bloqué. Vous ne recevez pas votre salaire. Non, le salaire, c'était pas facile. J'ai passé des moments très difficiles. Et jusqu'à présent, mon décompte final n'est pas payé. Alors que j'étais DG. Hein? Il y a beaucoup de choses, il ne faudrait pas qu'on en parle, toi, à la télévision. Il faut seulement travailler pour les payer. Monsieur Fodi Mulumba, juste pour finir dans cette émission, on devra retenir quoi de ce numéro, de cette émission? Moi, je pense que nous sommes dans un tournant historique. On ne va pas reculer. Oui. Il y a des choses à faire. D'abord, réinventer l'État congolais. Il faut réinventer l'État congolais qui sera en contradiction avec le modèle colonial qui a été imposé à l'étranger. Donc là, ça dépend maintenant des Congolais eux-mêmes qui doivent prendre le destin en main. Mais ça ne sera pas possible d'inventer l'État congolais si vous avez des élites qui n'ont pas la volonté de puissance et des ambitions de grandeur. Parce que comme nous sommes dans un monde aujourd'hui, compétition entre grandes puissances, on ne peut pas nous faire des cadeaux. Nous devons nous organiser à l'interne. Chercher les meilleurs d'entre nous. Quand tu dis s'organiser, pas seulement voir la politique. Vous avez des églises, vous avez des universités, vous avez des journalistes. Il faut que les gens de qualité émergent, s'organisent. Comme ça, ceux qui viennent à l'extérieur verront que vous êtes organisés. Mais quand nous venons chez nous, le chaos est total. Donc, l'arrivée de l'Amérique, donc l'Amérique de Trump, qui va nous protéger, peut nous donner l'occasion de réinventer un nouvel État pour le bien de notre peuple, pour le bien de l'Afrique et de l'Afrique centrale. Donc, tout dépend maintenant de la qualité des élites. Il y a ceux qui produisent la pensée, ce qu'on peut appeler intellectuels, philosophes et autres. Vous avez ceux qui gardent la morale, les religieux, et vous avez aussi les hommes politiques qui sont dans l'action, donc ceux qui gèrent. Il faut que ces hommes de qualité se retrouvent, des patriotes, des gens conscients, pour montrer aux Américains de quoi on est capable. Parce que si nous ne le faisons pas, on va nous imposer. Donc au lieu d'attendre que les deals viennent et puis on commence à chercher des postes, c'est le moment maintenant de travailler. Les universitaires, les think tanks congolais, je pense à l'université de Kinshasa, Tokoma Lubumbashi, il y a beaucoup de travaux. Il ne faut pas attendre que les ONG internationales viennent vous donner la voie à suivre. Comme Soros le faisait, il a beaucoup de moyens. Avec aussi ça. On va vous donner de l'argent pour orienter vos travaux. C'est là que nous serons encore de tomber dans les pièges. On l'a fait pendant la transition. Nos amis Bakabamba, qui est venu soi-disant aider le Congo à refaire la constitution, on connaît les résultats. Cette fois-ci, on ne veut pas encore avoir des Bob venir ici. Parce que notre faiblesse, c'est l'argent. C'est la faiblesse de l'être congolaise. On vous donne l'argent, on vous corrompt, vous acceptez pour que quelqu'un vienne vous imposer une pensée. Oui. Donc il faudrait maintenant être libre.
Être libre, ça signifie que vous pouvez faire vos travaux sans que les politiques interviennent. Mais ici, c'est quand les politiques interviennent, l'argent, on vous oriente. Si c'est le produit congolais travaille, parce que tout Congolais travaille pour le Congo. Mais quand l'argent vient de l'extérieur, c'est dangereux. Donc, ça aussi, à ceux qui sont au pouvoir, à l'État, donner des moyens à ceux qui travaillent, aux universitaires, qui soient libres, qui produisent une pensée. Mais aussi, nos amis, comment on appelle, les religieux. Nos prêtres, nos évêques, nos pasteurs ne jouent pas leur jeu. Leur travail, c'est garder un peu l'éthique ou bien la morale. Mais quand les prêtres, les évêques, tout comme les pasteurs, tout comme les imams font la politique, il y a danger. Donc il faut que chacun fasse son travail. Les universitaires produisent la pensée. Les évêques, les autres voient un peu la dimension morale de la société. Vous avez les politiciens ou bien des hommes politiques qui gèrent l'État pour les biens de la population. C'est comme ça qu'une société se construit. Et tant qu'on n'a pas ça, il n'y a pas d'avenir. Ça, moi, j'ai dit, j'ai peur, si on ne s'organise pas, si on ne prend pas conscience qu'on soit récolonisé, parce qu'on ne donne pas l'alternative. Je te prends un exemple. En 2013, quand j'étais au département d'État, j'avais beaucoup parlé sur le Congo. Il y a eu une dame, Catherine, qui était ici à l'ambassade américaine en 2000, qui m'a appelé. De côté, j'ai dit, Frédéric, j'étais suivi, mais nous sommes inquiets du fait qu'on ne voit pas les élites émerger chez vous. Est-ce que ça a changé? La crise est là. Où sont les élites politiques? Où sont les élites religieuses? Où sont les élites intellectuelles? Tout le monde entre dans les jeux politiques. C'est dangereux. Il faut se partager les rôles. Donc, j'étais à Washington, 2013. Nous sommes en 2025. Rien n'a changé. Donc, c'est là où je parle chez les jeunes. Hein. La première chose, c'est ceux qui veulent devenir des hommes politiques, la première chose à faire, c'est beaucoup lire. Nos jeunes gens ne lisent pas. Donc, ceux qui entrent en politique, tu peux parler français, tu t'exprimes très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut connaître l'histoire du pays, connaître comment l'économie fonctionne, être un homme de culture. Il faut chaque fois. D'ailleurs, quand vous voyez un homme comme Lumumba, vous le voyez, il était brillant. Lumumba n'a pas fait l'université. Comment il est devenu brillant? En lecture. Vous ne lisez pas, vous pensez que vous serez un grand homme politique? C'est une erreur. C'est ça l'illusion dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Il y a trop peu de jeunes qui prennent le temps de lire l'histoire, d'abord l'histoire politique, tout comme l'économie politique. Il y a ce que vous avez appris à l'école, mais il faut il faut s'organiser pour lire au moins ce que les Congolais, les auteurs congolais lisent. Oui. Donc c'est important. Quand tu vois les livres de professeur Ngomba Binda, Ngoma Binda, oui. Demande aux gens, aux jeunes aux politiciens, bien aux hommes politiques, combien l'ont lu? Mokoko Samba est au gouvernement. Demande à ses ministres, même ceux qui s'occupent des finances et de l'économie, combien ont lu Mokoko Samba? La lecture, c'est vraiment une pilule difficile à avaler. Non, vous voulez faire la politique, oui. Commencez par la lecture. Pour devenir leader, il faut beaucoup apprendre. Et quand vous verrez dans l'histoire de tous les grands leaders, c'est grâce à la lecture. Tous les grands. Tous les grands. Joseph Kabila est allé en Afrique du Sud à décrocher son doctorat en relations internationales. Ça, c'est aussi... Tu me fais rire. Mais s'il avait bien décroché son diplôme de docteur en relations internationales, il ne serait pas à Goma. Parce qu'il est dans un trou. J'ai dit qu'il est dans un trou. Les enjeux sont tellement importants. Et il sera sur les traces de Moïse Tchombe. Et ça, je vous le dis. Prenez le temps. Et ça sera de l'histoire. On va écrire l'histoire de ce pays. On est en train d'écrire d'ailleurs. Donc, il ne faut pas... Moi ce que je demande aujourd'hui à notre élite, c'est d'abord de relire l'histoire pour tirer les leçons. Un. Deuxième chose, avoir des ambitions de grandeur. Troisième chose, avoir la volonté de puissance, parce que nous sommes déjà une puissance. Le Congo, c'est une puissance régionale.
Donc il faut que les élites qui sont dedans soient conscients. Ce n'est pas normal que d'autres petits pays viennent nous donner des ordres ici. Non. Il faut refuser. C'est ça l'élite. Vous dites, je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne me dire comment il faut m'organiser. Mais quand vous vous laissez marcher sur les pieds, donc vous ne méritez pas ce pays. Donc c'est moi j'ai dit, il faut changer, rénover la classe politique, ou bien réinventer la classe politique. Oui. Il le faut. On n'a pas d'autre choix. C'est les mêmes personnes qui reviennent, qui continuent. Ça fait 30 ans. Vous allez voir les gens qui sont nombreux, c'est depuis la conférence nationale souveraine. Hein. Ils sont toujours là. Jamais ils quittent comment dire. Ils sont moboutistes, kabylistes aujourd'hui. Et quand les pouvoirs changent, ils changent toujours. Si demain, ils vont encore changer. C'est pas ça la classe politique. Donc il faut renouveler cette classe politique. Surtout la jeunesse. Rien n'est gratuit. Il faut beaucoup de sacrifices pour être un bon leader, pour être proche de la population. Mais si vous voulez la facilité, il y en a qui sont entrés en politique par la facilité, mais on connaît les résultats. On vous jette dans la poubelle de l'histoire. Exact. Merci beaucoup, M. Freddy Mulumba. Nous sommes en tout cas là pour vous servir. Merci beaucoup. M. Freddy Mulumba, vous étiez réclamé par nos téléspectateurs. Vous êtes venu commenter l'actualité. On a suivi, on vous a écouté. Cette émission est complètement terminée. C'est déjà le week-end. Nous allons la diffuser en boucle. Portez-vous bien. Ceux qui aiment M. Freddy Mulumba, il est là. Donc, vous voulez entrer en contact avec lui, vous allez nous écrire. Nous allons vous passer ses coordonnées. Tous ceux qui nous écrivent et qui nous parlent souvent, qui aiment bien avoir les livres de M. Freddy Mulumba. Je crois que par nous ou dans les bibliothèques, vous allez en trouver sans problème. Portez-vous bien et au revoir.